Et si vous aviez tout, mais que personne ne le savait? Voici l'histoire incroyable d'un milliardaire qui décide de cacher sa richesse pour tester l'amour de sa famille. Ce que sa femme a fait vous brisera le cœur. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rater aucune histoire bouleversante comme celle-ci. Et restez jusqu'à la fin, car la vérité que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur l'amour et la loyauté. Jacques Lemoine n'était pas un homme comme les autres. À 58 ans, il était l'un des hommes les plus riches d'Europe. Son nom n'apparaissait pas souvent dans les magazines, mais derrière de nombreuses entreprises florissantes se cachait sa signature. Il possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer: villas, voitures de luxe, jet privé, mais aussi une femme qu'il avait épousée 17 ans plus tôt, Élise, et 2 enfants nés d'un premier mariage. Et pourtant, malgré cette vie dorée, Jacques n'arrivait plus à dormir la nuit. Car au fond de lui, une question l'obsédait. S'il n'avait plus rien, est-ce qu'il l'aimerait encore? Ce doute ne l'avait jamais quitté depuis qu'un ancien ami d'enfance, trahi par sa propre famille après une faillite, lui avait dit avant de mourir: « Ce n'est pas quand tu donnes que tu découvres les gens. C'est quand tu n'as plus rien à offrir. » Jacques, pourtant prudent et calculateur, décida alors de faire quelque chose de fou. Quelque chose que personne n'avait jamais osé faire dans son entourage. Il allait simuler sa propre ruine. Mais pas une simple faillite. Il voulait disparaître en tant que milliardaire et réapparaître en tant qu'homme brisé, sans ressources, sans statut, sans confort. Un test extrême pour révéler la vérité sur les cœurs de ceux qui l'entouraient. Tout fut orchestré dans le plus grand secret. Jacques transféra temporairement tous ses biens à une fondation privée à son nom, avec des avocats triés sur le volet. Il annonça à ses collaborateurs qu'il partait pour une retraite spirituelle. Puis, un matin de novembre, il disparut des radars. Plus de téléphones, plus de mails, plus de traces bancaires. Il changea de nom, se fit appeler Jean, prit un modeste appartement meublé dans un vieux quartier du 18e arrondissement de Paris. Il acheta des vêtements usés en friperie, laissa pousser sa barbe, et porta même une fausse cicatrice sur la tempe, créée par un maquilleur professionnel. Lorsqu'il se regarda dans le miroir, Jacques ne se reconnut pas. Il n'était plus l'homme d'affaires au regard perçant et au costume de soie. Il était devenu Jean, un homme épuisé par la vie, les dettes et les trahisons. Et pourtant, c'est à ce moment précis qu'il s'est senti vivant pour la première fois depuis des années. Le cœur battant, il prit un vieux téléphone prépayé et composa le numéro d'Élise. Il n'avait pas entendu sa voix depuis 2 semaines. Il avait préparé un discours, une fausse histoire, faillite brutale, trahison d'un associé, saisie des biens, fuite pour échapper à la prison. Il inspira un grand coup, puis appela. « Allô, Élise? C'est moi. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai tout perdu. On m'a ruiné. Je n'ai plus rien. Je suis désolé. » Un long silence. Puis sa voix, douce mais tendue. « Où es-tu? Tu vas bien? » Jacques, surpris, balbutia. « Pas vraiment. Je suis à Paris. J'ai besoin de... rien, juste d'entendre ta voix. » Après un autre silence, elle dit. « Reviens. Même si on doit dormir par terre, on le fera ensemble. Tu n'es pas seul. » Ce fut comme un poignard dans la poitrine. Il s'attendait à des cris, à des reproches, à de la panique. Mais il n'y avait que de la tendresse. Et pourtant, il devait continuer. Le lendemain, Jacques prit le train vers leur maison secondaire, qu'il avait laissée délabrer exprès. Il y arriva vêtu d'un vieux manteau, les chaussures trouées. Lorsqu'Élise ouvrit la porte, elle le regarda, bouche bée. Son regard glissa sur son visage fatigué, ses habits sales, puis se fixa sur ses yeux. « Viens, entre. Tu dois avoir froid. » Pas un mot sur sa déchéance. Pas un mot sur l'argent. Elle le fit asseoir, lui servit du thé et coupa même une bûche de bois elle-même pour le feu. Ce jour-là, Jacques se rendit compte que son test ne ferait pas que révéler les autres. Il allait le transformer lui-même, profondément. Il ne le savait pas encore. Mais ce qu'il allait découvrir sur sa femme allait changer sa vie à jamais. Le feu crépitait doucement dans la cheminée. Dans cette petite maison de campagne, autrefois délaissée, 2 âmes s'étaient retrouvées. L'une brisée, l'autre fidèle, ou du moins, c'est ce que Jacques espérait toujours confirmer. Il avait dormi à peine 3 heures cette nuit-là. Le vieux canapé grinçait à chaque mouvement. Mais ce n'était pas l'inconfort qui le tenait éveillé. C'était la peur de ce qu'il allait devoir dire. Jouer le rôle d'un homme ruiné n'était pas difficile pour lui. Ce qu'il était, c'était de regarder la femme qu'il aimait dans les yeux, et lui mentir. Au matin, Élise avait préparé un café noir avec du pain rassis légèrement grillé. Elle portait une robe de chambre un peu usée, mais ses gestes étaient tendres, presque cérémonieux. Comme si elle préparait le repas d'un roi.
même si le roi n'avait plus de couronne. Jacques, assis en face d'elle, leva lentement les yeux. Il faut que je te raconte ce qui s'est passé, en entier. Élise ne dit rien. Elle posa sa tasse, croisa les bras, et hocha simplement la tête. Alors il commença. Il y a 6 mois, un de mes associés les plus proches, Arnaud, a commencé à détourner des fonds. J'ai fermé les yeux. Par loyauté. Par fatigue aussi. Puis les banques ont commencé à s'agiter. Un contrôle fiscal est tombé. Tous mes comptes ont été bloqués. On m'a menacé de prison. J'ai tout perdu, Élise. J'ai dû vendre les entreprises en vitesse, au rabais, pour éviter un scandale. La villa, les voitures, tout est parti. Il ne me reste rien. Rien, sauf toi. C'était faux, bien sûr. Arnaud était loyal. Les entreprises florissaient. Mais chaque mot prononcé par Jacques sonnait avec une telle douleur qu'on aurait juré qu'il y croyait lui-même. Il observa sa femme. Elle restait immobile. Son visage n'exprimait ni choc, ni colère. Juste, une profonde tristesse. Et les enfants, tu leur as dit, demanda-t-elle, la voix basse. Je les ai appelés. Ils n'ont pas répondu. Je crois qu'ils ont compris, mais qu'ils n'ont pas envie de m'aider. Un silence pesant s'installa. Élise se leva. Jacques crut qu'elle allait crier, pleurer, peut-être même le gifler. Mais non. Elle marcha jusqu'à un tiroir, en sortit une petite enveloppe, et revint à table. Voilà ce qu'il nous reste. 2300 €. J'avais mis ça de côté pour les vacances d'été. Je vais chercher un emploi. Peut-être à l'épicerie du village. On a ce toit. C'est déjà beaucoup. On mangera moins, mais on mangera ensemble. Jacques sentit sa gorge se nouer. Tu m'en veux pas? Demanda-t-il, d'une voix tremblante. Elle le regarda droit dans les yeux. Je t'ai épousé pour qui tu es, pas pour ce que tu as. La vie nous teste, Jacques. Mais tant qu'on est deux, on est invincible. Jacques s'éloigna, prétextant une envie de marcher. En vérité, il sortit pour pleurer en silence. Il se cacha derrière la grange, s'assit contre un vieux mur de pierre, et laissa les larmes couler. Ce moment, il l'avait redouté. Mais au lieu de révéler une femme intéressée, il venait de voir se lever une reine sans royaume, mais au cœur d'or. Et pour la première fois depuis le début de son plan, Jacques commença à douter. Avait-il le droit de la faire souffrir ainsi? Mais il savait qu'il devait continuer. Pour aller jusqu'au bout. Pour tester aussi ses enfants. Et pour découvrir, peut-être, à quel point l'amour pouvait résister à la tempête. Il y a des vérités qu'on ne découvre que dans la poussière, dans la solitude, ou dans les silences que l'on feint de ne pas entendre. Pour Jacques Lemoine, sa chute n'était pas un accident. C'était un scénario. Un piège. Une épreuve qu'il avait lui-même mise en place. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était l'impact émotionnel de cette descente programmée. Il savait que pour que le test fonctionne, il fallait que la chute soit publique, irréversible et humiliante. Alors Jacques passa à l'étape suivante. Il engagea un ancien journaliste discret, payé grassement, pour publier une fausse enquête dans un site obscur mais influent. Le titre était brutal. Le moine empire. L'arnaque à plusieurs millions? Avec en sous-titre. L'ancien magnate du BTP poursuivi pour fraude et escroquerie. Un article construit avec des documents falsifiés, des accusations crédibles, des témoignages anonymes montés de toutes pièces. Le tout publié en ligne, et viral en moins de 48 heures. Les chaînes d'infos s'en emparèrent. Le nom de Jacques Lemoine fut traîné dans la boue. Ses photos, autrefois associées à des galas de bienfaisance, étaient désormais accompagnées de mots comme voleur, manipulateur, déclin. Les appels cessèrent. Les partenaires d'hier devinrent invisibles. Même ses anciens employés, qui juraient leur fidélité, ne prirent pas la peine de lui envoyer un message. La famille, elle aussi, commença à montrer des signes inquiétants. Son fils aîné, Thomas, avocat ambitieux, fit publier un communiqué par son cabinet. Les enfants de Jacques Lemoine souhaitent rappeler qu'ils n'ont aucun lien avec les activités actuelles de leur père et ne peuvent être tenus responsables de ses erreurs passées. Ce fut un coup de poignard. Non pas parce que Jacques s'attendait à leur soutien, mais parce qu'il comprit à quel point il les avait perdus bien avant de tout perdre. Une semaine après la parution de l'article, Jacques et Élise dînèrent en silence. La lumière tremblait faiblement, alimentée par une vieille ampoule. La maison, mal isolée, laissait entrer l'air froid. Jacques avait maigri. Son dos se voûtait légèrement. Et pour la première fois de sa vie, il sentait son orgueil mourir à petit feu. « Tu n'as rien dit depuis ce matin, » dit Élise doucement. « Je lisais les commentaires sous l'article, » murmura Jacques. « Certains disent que je mérite la prison. D'autres que je ne mérite même pas une seconde chance. » Elle posa sa main sur la sienne. « Jacques, tu m'as menti, parfois. Tu m'as caché des choses, souvent. Mais jamais,
Jamais je ne croirai que tu sois un monstre. Le monde peut te juger, mais moi je choisis de t'aimer. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ses yeux s'emplirent de larmes. Pas de colère, ni de doute. Mais de cette foi rare que seules les âmes fidèles possèdent. Pour que la mascarade soit complète, Jacques devait aller plus loin. Il prit un rendez-vous secret avec son notaire. Il rédigea un faux testament, stipulant que tous ses actifs avaient été saisis ou perdus dans des dettes anciennes, et qu'il n'y aurait rien à léguer à ses héritiers. Rien. Il s'assura que ce document parvienne discrètement à ses enfants. Il voulait voir, que ferait-il sans espoir d'héritage? Le rejetterait-il? Le condamnerait-il? Quelques jours plus tard, la réponse arriva. Un message froid, impersonnel, de sa fille cadette. « Papa, je t'aime. Mais tu nous as tous abandonnés. On n'a plus rien à dire. » Jacques s'isola encore plus. Il passait ses journées à scier du bois, à balayer la poussière d'un sol trop ancien, ou à fixer des murs où plus rien ne brillait. Il se demandait souvent, jusqu'où dois-je tomber, pour que la vérité remonte à la surface. Mais dans ce silence, il observait aussi Élise. Elle ne se plaignait jamais. Elle cousait ses vêtements à la main. Elle troquait des bocaux de confiture contre des œufs au marché. Elle riait parfois, juste pour alléger l'atmosphère. Elle tenait bon. Et Jacques se répétait. Elle est mon trésor. Le seul vrai que j'ai jamais eu. Il y a un moment, dans chaque mensonge, où le silence devient plus lourd que la vérité. Ce moment, Jacques Lemoine le sentait approcher, comme une marée lente mais inexorable. Il avait tout mis en scène, la ruine, le scandale, l'isolement. Il avait vu la véritable nature de ses enfants, et la grandeur cachée dans le cœur de sa femme. Mais à force de jouer le rôle d'un homme brisé, il commençait à le devenir pour de bon. Ce matin-là, dans la petite maison glaciale, Jacques s'était levé avant l'aube. Il s'observa longuement dans le miroir de la salle de bain. Le reflet qu'il y vit n'avait plus rien du milliardaire charismatique. Ses cheveux grisonnaient plus vite. Ses yeux étaient cernés. Mais surtout, il portait une fatigue nouvelle, celle des hommes qui vivent avec un secret trop lourd. Il savait que bientôt, il devrait tout dire à Élise. Car si elle était restée loyale malgré tout, elle méritait mieux qu'un théâtre. Elle méritait la vérité. Ce fut une simple lettre, déposée dans la boîte aux lettres rouillées, qui fit basculer les choses. Une lettre venue d'un hôpital privé à Genève. Une erreur administrative. Élise ouvrit l'enveloppe machinalement, pensant qu'il s'agissait d'une facture oubliée. Mais ce qu'elle lut la glaça. Confirmation de votre don de 2 millions d'euros à l'Institut du Cœur. Bien à vous, monsieur Lemoine. 2 millions. Élise resta figée. Elle monta lentement les marches, la lettre en main. Elle trouva Jacques dans le petit salon, assis près du feu, un livre à la main. « Jacques, qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle ne criait pas. Sa voix tremblait. Il leva les yeux et comprit que le moment était arrivé. Il ne pouvait plus fuir. Jacques se leva lentement. Il s'approcha d'elle. Et là, il posa une main sur son cœur, comme un condamné qui se livre de son plein gré. « Je t'ai menti, Élise. Depuis le début. Je ne suis pas ruiné. Je n'ai jamais perdu notre fortune. Le scandale, les journaux, la maison, tout était faux. C'est moi qui ai tout orchestré. » Le regard d'Élise se brisa. Pas de colère. Pas encore. Mais une blessure invisible venait d'être ouverte. Pourquoi? Pourquoi m'avoir fait ça? Je voulais savoir. Savoir si mes enfants m'aimaient encore sans l'argent. Savoir si tu étais avec moi pour ce que j'étais, ou pour ce que j'avais. Je devais voir. Prouver quelque chose. Peut-être à moi-même. Un silence. Insupportable. Élise recula d'un pas. Elle posa la lettre sur la table, avec lenteur. Puis, les larmes aux yeux. Tu m'as testé comme on teste une employée. Une servante. Une inconnue. Comme si notre amour devait être mis à l'épreuve d'un laboratoire froid et cruel. Et tu sais quoi? Je suis resté. J'ai lavé ton linge. J'ai partagé ton pain sec. J'ai défendu ton nom pendant que le monde te crachait dessus. Mais moi, je ne jouais pas un rôle. Jacques. Une larme coula sur sa joue. Toi, si. Puis elle sortit. Sans claquer la porte. Sans crier. Et c'était bien pire. Ce soir-là, Jacques resta seul. Pour de vrai. Le feu s'éteignit lentement. Le froid entra. Et avec lui, le poids terrible de la vérité révélé trop tard. Il réalisa alors que le masque qu'il avait porté si longtemps était devenu son véritable visage. Et que derrière, il ne restait qu'un homme fatigué, et peut-être, indigne de l'amour qu'il avait reçu. Il est des silences plus violents que des cris. Et ce silence-là, celui qui suivit la révélation, n'était pas un vide. C'était une fracture, profonde, invisible,
entre deux êtres qui s'étaient aimés sincèrement, mais différemment. Jacques avait cru qu'un test révélerait la vérité. Il n'avait pas compris que ce test brisait les cœurs en silence, comme un poison lent. Élise n'était pas rentrée. 3 jours, 3 nuits. Dans la petite maison vide, tout rappelait sa présence. Son foulard suspendu au dossier d'une chaise. Sa tasse préférée, encore posée sur l'évier. Une odeur de lavande sur l'oreiller. Jacques errait, comme un vieil homme perdu dans un musée abandonné de souvenirs. Il ne mangeait plus, ne dormait presque pas. Et dans ses mains tremblantes, il tenait chaque soir cette même lettre, celle de l'hôpital. La preuve de sa trahison involontaire, celle qu'il n'avait jamais voulu signer, mais qu'il avait déclenchée. Une nuit, au bord de l'épuisement, il s'agenouilla dans le salon. Là, à même le sol froid. Il n'avait jamais été un homme pieux. Trop occupé, trop rationnel, trop fort pour supplier qui que ce soit. Mais cette nuit-là, il parla. Pas à Élise, mais à Dieu. Je t'ai tout gâché, Seigneur. J'ai voulu jouer au maître de la vérité, et j'ai perdu ce qu'il y avait de plus pur dans ma vie. Je ne te demande pas de la ramener. Je te demande seulement qu'elle soit heureuse. Même sans moi. Parce que je l'ai blessée, plus que je ne l'aurais cru possible. Une larme tomba sur le parquet. Puis deux. Puis le torrent, celui qu'il avait retenu toute sa vie. Le matin du 4e jour, alors que le soleil peinait à percer entre les rideaux poussiéreux, une clé tourna doucement dans la serrure. Jacques, affalé sur le canapé, ouvrit les yeux. Élise était là, fatiguée, silencieuse. Mais là, elle portait une robe simple. Ses cheveux étaient défaits. Dans ses mains, un sac en toile. Elle ne dit rien. Elle entra, referma la porte, s'approcha. Jacques voulut se lever, parler, s'excuser, tout à la fois. Mais elle leva doucement la main. Ne dis rien, Jacques. Écoute. Il obéit. Comme un enfant. Tu m'as blessé. Oui. Tu as trahi ma confiance. Tu as mis en scène notre chute comme on construit une pièce de théâtre, en oubliant que moi, je vivais dans le réel. Mais je suis revenu. Pas parce que j'ai oublié. Pas parce que j'ai accepté ce que tu as fait. Mais parce que je t'aime assez pour ne pas laisser une erreur effacer toute une vie. Je choisis de pardonner. Pas parce que tu le mérites. Mais parce que moi, je choisis l'amour. Le vrai. Celui qui endure. Celui qui guérit. Elle s'assit à ses côtés. Jacques tenta de parler, mais les mots mouraient dans sa gorge. Ce que tu as fait m'a presque détruite, Jacques. Mais j'ai vu au fond de toi. J'ai vu l'enfant qui a grandi sans amour. Le patron qui a tout contrôlé parce qu'il avait peur d'être abandonné. Je ne suis pas revenu pour reprendre ta main tout de suite, mais pour qu'on reparte. Différemment. Lent. Humble. Vrai. Ce soir-là, il n'y eut pas de grand discours. Juste 2 tasses de tisane, posées sur la table. Un feu qui crépitait doucement. Et une lumière, faible mais sincère, dans les yeux de 2 êtres qui, malgré la douleur, avaient choisi de ne pas tourner la page, mais de l'écrire à 2. Le pardon, ce n'est pas oublier. C'est se rappeler sans haïr. C'est reconnaître la chute, et vouloir encore construire. Certaines richesses se mesurent en chiffres. Mais les plus précieuses ne laissent aucune trace dans les banques, seulement dans les cœurs. Et c'est justement ce trésor invisible que Jacques Lemoine avait failli perdre à jamais. Après la tempête, après la vérité, après le pardon, restait la reconstruction, pierre par pierre. Non pas d'une fortune, mais d'une vie. Dans la petite maison de campagne, la routine avait repris. Mais elle n'était plus la même. Jacques ne parlait plus de chiffres, ni de placements, ni de titres. Il parlait du jardin, des oiseaux, du goût du pain frais. Il apprenait à être là, à habiter le présent comme on redécouvre la vie. Élise, elle, ne demandait rien. Elle observait. Elle écoutait. Et lentement, très lentement, ses gestes redevinrent tendres. Un matin, Jacques s'absenta quelques heures. Il laissa sur la table un petit carnet noir, relié de cuir. Dessus, un mot simple. Pour toi. Pour qu'un jour, tu saches ce que je n'ai pas su dire. Ce carnet, c'était un journal. Chaque page, une lettre. Chaque mot, une confession. Il y racontait sa peur d'être aimé pour de mauvaises raisons, son obsession de tout contrôler, ses nuits blanches, ses regrets, mais aussi ses souvenirs avec elle. Les vrais. Leur première maison. Leur fils malade qu'ils avaient veillé ensemble. Le jour où elle avait refusé un poste pour rester auprès de lui. Élise lut. Longtemps. Et à chaque mot, son cœur se brisait, puis se recollait, comme l'or japonais qu'on coule dans les failles des poteries brisées pour les sublimer. Jacques avait commencé à contacter discrètement des hôpitaux, des associations, des jeunes entrepreneurs. Il ne voulait plus que son argent dorme dans le silence froid des coffres.
Il voulait qu'il parle, qu'il guérisse, qu'il serve. Élise le vit peu à peu devenir l'homme qu'elle avait toujours deviné en lui. Non pas un milliardaire, mais un bâtisseur d'espoir. Un jour, il l'amena dans un petit orphelinat rénové. Les enfants se jetèrent dans leurs bras sans même savoir qui ils étaient. « Tu leur as donné tout ça ?» demanda-t-elle, émue. « Non, répondit-il. Nous leur avons donné. Car sans toi, je serais encore prisonnier de mes propres murs. » La nouvelle fit le tour du pays. Jacques Lemoine n'était pas ruiné. Il avait tout simulé. Et aujourd'hui, il donnait tout, sans condition. Ses enfants, honteux, revinrent un par un. Certains pleuraient, d'autres demandaient pardon. Jacques les écouta, pas avec la froideur du juge, mais avec la sagesse de celui qui a tout perdu et tout retrouvé. « Je ne vous juge pas, leur dit-il. Je vous comprends. Moi aussi, j'ai failli. Moi aussi, j'ai été aveuglé. Mais si vous êtes prêt à reconstruire, alors on repart. Ensemble. » Un an plus tard, Jacques organisa une dernière grande réunion. Non pas dans une salle de conseil, mais dans leur vieille maison. Il avait préparé une enveloppe pour chacun. Pas d'argent. Juste une lettre manuscrite. Un mot d'amour. Une leçon. Un souvenir. Il se leva, regarda sa famille, puis dit calmement. « Je vous lègue ce que j'ai de plus précieux. Pas ma fortune, pas mes maisons, mais ma vérité, ma chute, mon pardon, et l'amour que j'ai appris trop tard à donner. Si vous deviez retenir une chose, ce serait celle-ci. Ce qu'on laisse derrière nous, ce ne sont pas des comptes bancaires. Ce sont les battements de cœur qu'on aura su faire naître chez les autres. Certains secrets ne sont pas gardés pour blesser. Ils sont gardés pour protéger. Mais un jour ou l'autre, même les plus enfouis remontent et changent à jamais le regard que l'on porte sur une vie. Jacques était vieux, désormais. Pas faible, pas diminué, mais en paix. Le feu qui animait son regard n'était plus celui de l'ambition. C'était celui d'un homme qui avait traversé l'orgueil, la douleur, la honte, et qui avait choisi l'amour. Un soir d'automne, alors que les feuilles tombaient doucement sur l'allée, il demanda à Élise de le rejoindre au grenier. Elle monta, intriguée. Au fond, sous une vieille malle, il sortit une petite boîte de bois. Simple, sans serrure. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une photo jaunie, une chaîne en or, et une lettre jamais envoyée. Élise la prit, la déplia, et lut. Astérisque, père. Toute ma vie, j'ai cherché à te dépasser. Tu m'as laissé sans rien. Tu m'as appris la dureté, pas la tendresse. Tu m'as transmis la peur de manquer, mais pas la joie de donner. Alors j'ai bâti un empire. Un mur de chiffres pour ne jamais ressentir la honte de t'avoir vu nous abandonner. Mais aujourd'hui, je comprends. Tu étais brisé. Tu ne savais pas aimer. Et moi, j'ai failli devenir comme toi. Jusqu'à elle. Élise. La seule richesse que tu ne m'as jamais appris à reconnaître. Je ne t'écris pas pour te condamner, mais pour te dire que je te pardonne. Parce que moi, j'ai enfin décidé de transmettre un autre héritage. Celui du cœur. Astérisque. Élise ne put retenir ses larmes. Elle comprit. Tout. Le vide de Jacques, ses peurs, ses excès, et ce combat intérieur qu'il avait mené sans jamais le montrer. Une semaine plus tard, toute la famille fut réunie pour un dîner. Pas dans une villa, ni dans un restaurant de luxe. Dans leur jardin, sous les guirlandes lumineuses qu'Élise avait accrochées avec les petits-enfants. Le parfum du pain chaud se mêlait à celui des fleurs. Les rires des enfants flottaient dans l'air. Jacques leva son verre. Astérisque, merci d'être là. Ce soir, je ne vous lègue rien de matériel. Je vous lègue ce que j'ai mis une vie à comprendre. Ce que vous êtes vaut toujours plus que ce que vous possédez. Ce que vous donnez vaut toujours plus que ce que vous accumulez. Et ce que vous aimez vaut tout. Astérisque. Plus tard dans la nuit, alors que tous étaient partis dormir, Élise s'assit à côté de lui. Il regardait les étoiles. Silencieux. Elle lui prit la main. « Tu crois que Dieu t'a pardonné ?» demanda-t-elle. Il sourit, les yeux humides. « Je crois qu'il m'a aimé, à travers toi. » Et dans ce silence sacré, sous un ciel constellé, Jacques Lemoine ne laissa pas derrière lui une fortune. Il laissa un monde meilleur. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un milliardaire. C'est l'histoire de chacun d'entre nous, de nos erreurs, de nos orgueils, de nos chutes, et du pouvoir du pardon, de l'amour, de la rédemption. Alors si toi aussi, tu crois que les vraies richesses sont celles qu'on donne, si tu veux plus d'histoires puissantes, vraies, humaines, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne rien manquer. Laisse un commentaire, je choisis le cœur. Et surtout, n'oublie jamais, l'amour est toujours plus fort que le mensonge.